Avec les dolmens, nous abordons donc l'art mégalithique. L'art mégalithique se situe à une époque assez imprécise qui s'étale de 4500 à 1300 avant Jésus-Christ. On peut dire que les monuments sont orientés suivant des données astronomiques. Certains sont sculptés comme ceux du Soudan, ou d'autres sont gravés comme ceux du Morbihan, en particulier le Gavrinis. Voici donc le domaine de Châtenay-Malabry, de Châtenay-Malabry. Dolmen vient du breton, qui signifie dol, qui veut dire table, et men, qui veut dire pierre. Alors là, vous avez une table, vraisemblablement, qui date de 3500 ans. Les dolmens étaient en particulier, et vraisemblablement, des monuments correspondaient à des monuments religieux. Maintenant, sur les pierres, que l'on voit là, il y a des sculptures, des gravures. Voici la tour de l'horloge. Cette tour, qui date du Moyen-Âge, a été construite sous Philippe le Bel. L'horloge n'a été décorée par Germain Pilon, et dans le projet initial, il n'y avait qu'une seule aiguille, car au Moyen-Âge, on ne connaissait pas l'utilisation de la grande aiguille. La Sainte-Chapelle fut construite en 1245 et achevée en 1248. Elle fut donc construite sous le règne de Louis IX. On n'est pas certain, on ne connaît pas exactement le nom de l'architecte qui construit ce merveilleux édifice gothique, mais on pense qu'il s'agit de Pierre de Montreuil. La Sainte-Chapelle a terriblement souffert de la restauration. C'est la raison pour laquelle il y a énormément de vitraux et autres parties de cette église qui ne sont pas d'origine. D'autre part, sous la Révolution, au nom de la raison, on voulait la détruire. L'édifice, composé de 2 chapelles superposées, est précédé d'un porche à 2 étages. La chapelle basse fut placée sous le titre de la Vierge Mère, la chapelle haute sous celle de la couronne d'épines et de la croix. La première d'entre elles forme une nef de 4 travées terminées par un chevet à 7 pans, l'ensemble étant entouré d'un étroit bas-côté, dont le soubassement est doté d'une arcature trilobée. La structure révèle une extrême habileté technique, une grâce et une légèreté que l'on peut bien qualifier de sublime. Hélas, peinture et vitraux ne sont que faux semblants modernes. La chapelle haute forme un vaisseau unique, pourvu également de 4 travées et d'un chevet à 7 pans. C'est l'éblouissement de l'art gothique, l'image même de cette absolue perfection qui donne si mauvaise conscience à l'imparfait XXe siècle, admirateur exclusif et intéressé de l'art roman dans ce qu'il a de plus inabouti. La rosace flamboyante traduit superbement les mystères de l'Apocalypse. Comme je vous l'ai déjà dit donc, sous la Révolution, la Sainte-Chapelle fut sur le point d'être démolie au nom de la raison. On tenta d'abattre la flèche dont l'insupportable couronne royale choquait gravement l'œil républicain. Il fallut une 30aine d'années pour que la restauration de la flèche et des portails, sous la dure férule de Durban, puis de Lassus et de Viollet-le-Duc, eut lieu. Cette flèche, comme vous pouvez le voir, contient 12 statues. Des 12 effigies, 8 sont modernes. Les 4 autres sont anciennes, mais restaurées, et elles aussi polychromées, ce qui leur retire une grande part de leur authenticité plastique. Il convient d'ajouter que le musée de Cluny possède 4 des statues originales, mutilées mais non restaurées. La fameuse cour carrée, avec ses bâtiments et de style Renaissance, fut construite sous François Ier. Les principaux architectes qui contribuèrent à la construction de cette cour carrée, enfin plutôt des bâtiments, furent Jean Lescaut et Jean Goujon.
est le plus ancien de Paris. Il a été construit sous Henri IV. À cause de l'étroitesse de la route, les carrosses avaient du mal à s'y frayer un chemin. Il y avait également des maisons de foire, ce qui expliquait également que ces carrosses ne pouvaient pas passer facilement. La statue du ver galant a été refaite sous Louis XVIII. Elle n'est donc pas d'origine. Les révolutionnaires qui recherchaient du bronze pour faire des canons l'avaient en effet détruite. Alors voici le fameux palais Louis XIII et nous avons rendez-vous, j'anticipe un peu, avec le roi Soleil sous la pluie. Bien, alors ce palais Louis XIII donc au départ comprenait 4 bâtiments. Il y avait également autour de ce palais un fossé. Ce fossé sera comblé plus tard grâce à l'architecte Levaux et après à l'architecte Mansart par les ailes. Je m'excuse d'insister sur ce palais Louis XIII, mais ce palais, comme vous pouvez le voir, devait disparaître. Ce n'est que grâce à Louis XIV qu'il survécut. En effet, l'architecte Mansart voulut sa disparition, mais le roi s'y opposa formellement et Henri Mansart fut obligé de céder. Vous apercevez maintenant la statue équestre de Louis XIV. L'actuelle statue du roi Soleil est en fait la juxtaposition des œuvres de 2 artistes totalement différents, l'un ayant sculpté la monture, l'autre le roi. En effet, le cheval était destiné à supporter non pas le roi Soleil, mais son successeur sur le trône de France, et devait être érigé non pas à Versailles, mais place Louis XV, actuellement place de la Concorde à Paris. De part et d'autre de cette statue se dressent 2 édifices érigés sur l'ordre de Louis-Philippe et dédiés à toutes les gloires de France. Ce roi généreux sauva le château de Versailles de la démolition en prélevant sur sa bourse personnelle les fonds nécessaires. Mais laissons cela et prenons le chemin des jardins. Au premier étage de la façade, Mansart déploya toute la richesse de l'ordre ionique avec ses colonnes que vous pouvez apercevoir et doriques. Il couronna l'attique d'une riche balustrade ornée d'urnes et de trophées. Mais bientôt après, il y substitua la toiture brisée, dite mansarde, du nom de son oncle. Il ajouta au-dessus des 2 pavillons de l'Est un petit dôme où l'on plaça une horloge, qu'on ne voit pas ici d'ailleurs. En même temps que le palais, les jardins naissaient sous l'infatigable direction de Lenôtre pour remplacer les bosquets de Louis XIII. Vous pouvez apercevoir également les bassins. Bien, alors les fontaines que vous voyez étaient alimentées par la célèbre machine de Marly, qui était elle-même, le système consistait, si vous voulez, à pomper l'eau de la Seine par des roues à aubes. Et c'était particulièrement des gens qui étaient là, qui étaient condamnés et qui faisaient fonctionner ces roues à aubes. Voici l'une des 3 chapelles du château de Versailles. Cette chapelle, construite en 1699 par Mansart, sera achevée par Robert de Cotte. Elle devait être construite tout en marbre, mais par peur que les gens qui assistent aux offices prirent froid, on refusa de la construire donc dans ce matériau. La place sur laquelle nous nous trouvons actuellement est la place de la Concorde, anciennement appelée Louis XV. Le style de cette place est moins austère que celui de Louis XIV. Les 2 bâtiments qui sont juste devant moi ont cette particularité qui est la suivante. Ils sont symétriques par rapport à la rue Royale
Des statues comme celle-ci cintrent toute la place de la Concorde. Ces statues ont été construites sous Louis XVI. Après la diète de Francfort en 1871, lorsque l'Allemagne réclama l'Alsace et la Lorraine à la France, les deux statues qui sont là-bas, qui représentaient l'Alsace et la Lorraine, ont été recouvertes d'un grand voile noir en signe de deuil. L'église de la Madeleine fut inaugurée le 4 mai 1842. Au départ, les fondations furent construites sous Louis XVI. Mais on peut dire que cette église est de style empire. Napoléon voulait en faire un monument dédié à la Grande Armée. Vignon, quant à lui, voulait en faire la Bourse et l'Assemblée nationale. Ce qui caractérise cette église, c'est la double rangée de colonnades corinthiennes. 34 statues sont encastrées dans les murs. Dans beaucoup de pays, de véritables montagnes d'acier et de béton se dressent vers le ciel. Nous en avons ici un exemple avec les tours de la Défense. Avant de commencer les constructions de tels édifices, et afin de vérifier les calculs, une maquette est éprouvée en laboratoire. Et quand l'édifice est terminé, on peut appliquer les mots d'un fameux architecte français, la réunion de très belles choses avec une suprême économie de moyens et où les aptitudes mathématiques se joignent à l'audace et à l'imagination, voici ce qu'est la beauté.